19h. Yarana, merci de votre fidélité. Voici les titres que nous allons développer. Alors que la rentrée a déjà débuté, les autorités décident d'ajuster la carte scolaire. Des classes sont supprimées quand d'autres s'ouvrent. Les organisations syndicales regrettent le manque d'anticipation. Il encourt la prison à vie. Un homme de 45 ans est accusé d'avoir mortellement frappé sa compagne. À la barre, le quadragénaire dit avoir été possédé par un démon, un argument qui ne convainc pas la partie civile. Immersion aussi ce soir dans le service social du centre hospitalier de Thaoné. Son accompagnement des patients est essentiel dans une société toujours plus précaire où les liens familiaux se distendent. Un sujet que nous allons développer avec Valérie Bernier, directrice juridique des droits des patients de l'hôpital. C'est l'invité du journal. Course contre la montre pour les surfeurs polynésiens, pas encore sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Mihimana Braille et Michel Bourrez veulent être aux côtés de Kauli Vast à Tiahupo. Un reportage à retrouver à la fin de ce journal. C'est ce que l'on appelle la mesure de carte scolaire. À partir de la semaine prochaine, 5 classes d'école primaire vont fermer, 6 autres ouvriront leurs portes ailleurs. Les syndicats d'enseignants, eux, déplorent un réajustement qui intervient 2 semaines après la rentrée, alors que tout le monde a pris ses marques. Les explications de Lucille Guichet et Jérôme. À l'école primaire Vayaha de Fa'a, une classe de CP devrait fermer la semaine prochaine. À la sortie des classes, les parents d'élèves n'ont pas encore été informés. Je ne suis pas au courant de ça. Voilà. Est-ce que ça vous inquiète? Pour certains, oui. C'est la classe de mon fils, on verra bien en réunion. Moi, ça ne me dérange pas du tout vu qu'ils n'étaient pas beaucoup. Au total, 5 classes vont fermer dans les écoles primaires de Tahiti, à Papeete, Fa'a, Punaouia, Pire et Papara. 6 classes vont ouvrir dans d'autres écoles jugées surchargées, à Papeete, Fa'a, Punaouia, Pire, Papara et Rayatea. Le syndicat Stipaepeunsa déplore un manque d'anticipation. 2 semaines après la rentrée, enseignants et élèves sont désormais installés. Le ministère nous avait annoncé qu'il n'y aurait aucune fermeture à la rentrée. Et force est de constater qu'il y a des fermetures. En fermant une classe, les effectifs vont changer par classe. On aura des classes un peu plus chargées que d'habitude et on aura un enseignant qui devra quitter l'école. Pour la Direction générale de l'enseignement, c'est une question d'effectifs. 25 élèves maximum par classe en élémentaire, 26 maximum en maternelle, à l'exception des écoles classées REP+. Entre le mois de janvier, nos prévisions, et puis la réalité de la rentrée au mois d'août, il y a des mouvements de population. Et au sein de certaines communes, on a vu sur des écoles qui sont assez proches les unes des autres, parfois 30 à 40 élèves de moins dans une école, 20 à 30 élèves de plus dans une autre école. Eh bien, on a fait un petit bouger. La Fédération des associations de parents d'élèves n'a pas souhaité s'exprimer avant de rencontrer le ministre de l'Éducation. Et demain, dans votre matinale radio, nous évoquerons la précarité étudiante avec la présidente du syndicat Avenir étudiant, Hayata Poheroui, sera l'invité café. Alors que le premier féminicide de l'année a eu lieu le week-end dernier, la cour d'assises juge un homme de 45 ans. Il est accusé d'avoir frappé à mort son épouse un soir d'octobre 2020 à Maupiti. Pour excuser le drame, il dit avoir été possédé. Pourtant, ce soir-là, le quadragénaire avait posé cette question à la victime. « Tu veux que je te tabasse à mort ?» Alors, l'argument est-il crédible? En tout cas, il ne convainc pas la famille de la victime, encore traumatisée aujourd'hui. Caroline Fari et Hubert Liao. Si tu veux me tuer, tue-moi. Ce sont les derniers mots prononcés par Melissa Tawaroa. Ce 23 octobre 2020 à Maupiti, Angino Yeon est hors de contrôle. 1,41 g d'alcool dans le sang et plusieurs sticks de cannabis sédant. L'accusé, de retour de Bora Bora, soupçonne sa compagne de communiquer avec son amant par téléphone. Après l'avoir menacé de la battre à mort, il lui assène des coups à la tête d'une extrême violence, selon les témoins qui prennent la fuite. Au palais de justice ce matin, la famille de la victime a du mal à admettre l'impensable. On n'arrive pas à faire notre deuil. Et là, ça fait 3 ans et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive toujours pas. Et pour moi, c'est la première fois et c'est difficile pour nous. Et puis là, nous aussi, on a perdu notre mère aussi à cause de ça. Et c'est encore plus dur.
C'est un garçon qui a le sentiment d'avoir perdu ses deux parents, puisque sa mère est évidemment tragiquement décédée dans ce dossier, et son père incarcéré depuis lors. Il attend des explications, j'ai envie de dire, de comprendre comment on a pu en arriver là, avec ce déchaînement de violence, et aussi de saluer évidemment la mémoire de sa maman qui est décédée sous les coups de son mari. Face au juré, Angeno Yian ne semble pas regretter son geste. Il affirme que les témoins des faits auraient dû l'arrêter, que Dieu est son seul juge et martèle avoir été habité par un Tupapao. Lui, il a toujours du mal à s'expliquer ce qui s'est passé, parce qu'en fait, il ne se rappelle pas de ce moment-là. Donc aujourd'hui, il le verbalise comme une possession par un esprit. Mais ce qui est certain, c'est que pour lui, il n'était plus lui-même à ce moment-là, et c'est un trou noir. Fort de 6 condamnations précédentes pour menaces avec armes ou violences volontaires, l'homme de 45 ans est reconnu responsable de ces actes par les experts psychiatres qui seront entendus demain. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et sachez qu'au 2 août 2023, on dénombrait 75 féminicides en France. Cette alerte à la prudence, une dépression située à plus de 3000 km du territoire générera de fortes houles à partir de jeudi. Dès ce soir, l'archipel des Australes est placé en vigilance orange, jaune pour celui des Tuamotu-Gambier. Et à partir de vendredi après-midi, aux îles du Vent, des creux de 4 mètres se formeront au large et donneront des déferlantes pouvant atteindre 6 mètres sur les récifs et les côtes exposées. Il est donc fortement recommandé de ne pas se rendre en mer ou de pratiquer des loisirs nautique. C'est un métier peu connu, celui d'assistant social à l'hôpital. Ce qui anime les employés du service, c'est la proximité avec les patients. Des professionnels qui sont là pour informer, soutenir et orienter. Ils font également le lien entre l'hôpital et la vie extérieure. Ismaël Tahiata et Rowan Potorou nous racontent leur quotidien. Regardez. Et Johanna, je suis du service social de l'hôpital. Je viens par rapport à tes droits CPS. Loin d'elle l'idée de profiter du confort de l'hôpital, cette dame est tout simplement clouée au lit. Elle attend avec impatience d'être opérée. J'arrivais plus à respirer. Que j'ai attendu 7 heures après pour appeler l'ambulance pour me récupérer à la maison. Donc ils t'ont envoyé aux urgences? Oui, directement. Elle est prise en charge par les infirmières, mais elle n'a plus de couverture sociale. Chaque jour, près de 3 patients en moyenne sont dans ce cas de figure. En fait, on ouvre les droits pendant 3 mois, une durée de 3 mois. Et ce qui permet au patient de faire son dossier. Le patient, on lui fait faire signer les papiers administratifs. Et ces papiers sont envoyés directement à la CPS. La CPS prend donc en charge les frais d'hospitalisation. Autre exemple d'accompagnement par le service social, le projet de vie du malade. J'ai eu une maladie, ça fait longtemps. Et comme je n'ai pas fait attention, j'ai fait que de travailler. Et après, on m'a envoyé en France. Normalement, c'était pour mettre une greffe. Ils ont fait une greffe, tout. Ça part ici. C'est important de mettre en place ce dossier Cotorep pour qu'il puisse avoir les aides nécessaires et qu'il puisse avoir les aides à la fois financières et à la fois des aides pour l'accompagner, pourquoi pas dans un projet professionnel aussi adapté. Autre axe de travail, la protection des personnes vulnérables et des enfants victimes de maltraitance. Ça peut se finir soit il est confirmé que ce sont des traces suite à une chute de l'enfant en jouant. Et donc du coup là, il n'y a pas d'alerte par la suite. Soit ça se finit par un signalement qui est transmis à la justice, donc au parquet. 93 cas ont été signalés par le CHPF. Près de la moitié d'entre eux ont fini par être placés en urgence dans une famille d'accueil. Et nous accueillons tout de suite notre invitée, Valérie Bernier-Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la Première. Votre première mission, c'est donc de conseiller les plus démunis, les plus précaires ou dans le besoin. On se souvient de cette personne sans abri à qui l'hôpital a réclamé le paiement d'une facture de soins de plus de 21 millions de francs pacifiques. Selon le père Christophe, ce n'est pas un cas isolé. Est-ce que ces personnes peuvent aussi bénéficier de votre accompagnement ? Bien sûr.
Ces personnes font partie des nombreuses personnes que nous recevons chaque année et pour lesquelles nous ouvrons, comme l'a expliqué notre agent Jean-Charles, des droits à la CPS. Nous avons près de 1000 patients chaque année qui arrivent en situation d'état d'urgence à l'hôpital dans le cadre soit d'une EVASAN, soit dans le cadre d'une hospitalisation nécessaire en urgence. Et nous sommes prévenus par le service que le patient n'a pas de droit ouvert. Et une partie de notre travail, c'est évidemment de mettre en œuvre le régime de protection sociale pour que le patient n'ait pas à subir effectivement de coupure de droits et n'ait pas de facture concernant ses soins et son hospitalisation. Ce n'est pas très connu du grand public. On pourrait dire que vous avez aussi une mission associative puisque vous signalez la maltraitance d'enfants ou les différents problèmes de violence au sein des familles. Vous êtes aussi un peu un lanceur d'alerte. Je dirais que le service obéit à un cadre juridique, à un cadre de protection et qu'une de nos missions principales, effectivement, c'est la protection des personnes les plus vulnérables. À l'hôpital, évidemment, nous avons beaucoup de personnes vulnérables, des mineurs et des majeurs également. Donc, dans le cadre de la prise en charge de mineurs, le chef de service social l'a exprimé très bien, nous sommes alertés par les services de soins d'enfants qui sont battus, maltraités ou sur lesquels il y a des suspicions, pour lesquels nous avons un important travail d'évaluation médicale et sociale et surtout derrière un travail de mise en protection nécessaire que nous mettons en œuvre parce que la loi aussi et le cadre juridique qui l'impose. Donc nous mettons en œuvre cette protection avec un signalement auprès des autorités de justice quand le danger est avéré afin d'extraire les enfants concernés du danger. Et de proposer les solutions qui permettent après un accompagnement de cet enfant, une prise en charge et une sortie dans des conditions optimales. Puisque c'est l'actualité du moment, les violences conjugales, par exemple, représentent combien en termes de pourcentage de votre activité annuelle? Alors en termes de pourcentage, c'est sans doute difficile à définir, notamment pour cette année. Ce qu'on peut dire, c'est que les thèmes récurrents de notre activité au niveau du service social sont les violences intrafamiliales et conjugales d'abord, la précarité et l'isolement. Et bien sûr, dans les violences intrafamiliales, il y a cette maltraitance. Ce que je peux vous indiquer, c'est que nous émettons 300 signalements par an sur des faits de violence et de maltraitance qui rendent très précaire la situation d'un public vulnérable. Justement, cela fait 8 ans que vous œuvrez à l'hôpital. Est-ce que vous avez constaté une dégradation des conditions de vie des Polynésiens? Alors, parler des conditions de vie des Polynésiens d'une façon générale, c'est un petit peu difficile parce que nous n'avons la vision évidemment que de notre activité à l'hôpital. Ce qu'on a pu constater effectivement depuis quelques années, c'est à la fois une augmentation des demandes d'intervention auprès d'un public maltraité. Et on a constaté également une augmentation de la criticité des conditions de vie ou des conditions de maltraitance. Voilà, on est sur à peu près 2500 demandes d'intervention des services de soins de notre service social pour l'année dernière. Et on s'aperçoit que les thèmes sont des thèmes de plus en plus de violence, de conditions... Il y a une dégradation oui. donc, de la société, du moins. Alors, sur le public que nous voyons à l'hôpital, on peut voir qu'il y a une dégradation, effectivement, ou en tout cas, il n'y a pas une stabilisation des faits. Et avec 19 agents dans le service, c'est suffisant pour répondre aux besoins de la société? Alors, dans le service, 19 agents, mais 19 agents répartis avec 5 agents pour la partie droit des patients et le juridique. Les 14 autres sont 4 éducateurs, 5 éducateurs et les autres des travailleurs sociaux.
Nous ne sommes pas dans une logique de moyens, nous sommes dans une logique d'efficience. On fait au mieux avec les besoins que nous avons. Évidemment, nous sommes toujours ouverts à disposer de plus de moyens. Je dirais que ce qui faciliterait beaucoup la vie des agents et surtout des patients, ce serait d'avoir des dispositifs d'accueil plus importants en nombre, parce que nous sommes limités par les places, nous sommes limités par les solutions que nous pouvons apporter à nos usagers. Merci beaucoup, Valérie Bernier. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires juridiques et des droits des patients au CHPF. Merci. On continue de parler santé avec cet événement à Paea. 2 ans cette année que la commune est engagée dans la promotion de la médecine traditionnelle polynésienne. Au programme, jusqu'à demain, des ateliers thérapeutiques menés par des tradipraticiens. Des médecins comme Eric Para, pneumologue au CHPF, ou encore Daniel Monconduit tiennent également des conférences sur l'alimentation traditionnelle, la médecine allopathique et traditionnelle. Un agent de la commune nous en dit plus au micro de Rowan Potoro. Il y a des dégustations, il y a des démonstrations également de différents tradipraticiens, parce que chacun fait son ra'au à sa manière, à sa façon de faire, voilà. Il y a un sacré engouement des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées, c'est pas en masse, mais il y a une fréquence de personnes de passage et également, surtout, au niveau du massage. On a depuis lundi au moins une vingtaine de personnes qui se font masser et ça continue encore. Du sport maintenant, la Fédération polynésienne de rugby veut rendre à la discipline ses lettres de noblesse. Son ambition, accompagner 20 jeunes espoirs, garçons et filles âgés de moins de 23 ans, vers une double qualification, une formation sportive et une qualification scolaire ou universitaire, afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle. Aito Rugby 2027 doit permettre d'atteindre ces objectifs. La volonté de la FPR étant de permettre aux jeunes sportifs d'être plus performants et des concurrents réputés dans le Pacifique, mais aussi de rayonner dans la société civile et le monde de l'entreprise. Gilles Lafitte est interrogé par Hubert Liao. On a créé une commission qui s'appelle la commission performance, dans laquelle on a des acteurs du monde civil et institutionnel, et donc avec différentes expériences qui nous permettent d'accompagner ces jeunes, puisque l'accompagnement va se faire à plusieurs niveaux. Ça va être aussi tout ce qui est entraînement invisible, ça va être le suivi médical, ça va être le suivi scolaire, ça va être les blessures, etc. Et puis c'est aussi pouvoir accompagner ces jeunes sur la haute performance, et ce qui n'est pas évident parce que ça veut dire qu'on va devoir avoir des jeunes qui sont ce qu'on appelle fiables, c'est-à-dire qui s'engagent, qui ont le goût de l'effort et qui veulent bien nous suivre pendant 4 ans. Enfin, cette information sportive aussi pour clore cette édition. Sika Olivast a déjà décroché son billet pour les Jeux Olympiques de 2024 en juin dernier. Il reste une place et tout va sans doute se jouer entre 2 autres surfeurs tahitiens. Michel Bourez qui tente un superbe comeback et Mihimana Brai qui rêve de sa vague fétiche, Te Ahupu'o. Les surfeurs ont démarré leur sprint sur le circuit européen. Tout se jouera en février prochain. Les détails avec Eric Santas, Victor Pérez-Boucheron et Nicolas Dalbon. Olivast a le sourire, plus encore avec un ticket olympique en poche. Il est présent au Rip Curl Pro d'Anglette avec beaucoup moins de pression que les autres qui surfent encore pour obtenir leur sésame olympique. C'est un soulagement parce que ça a été très dur pour avoir ce ticket-là. Forcément, il y aura de la pression parce que voilà, c'est à la maison, tu n'as pas envie de décevoir aussi la famille, mais ça reste un travail sur toi-même, c'est pour toi que tu le fais. Kaoli est donc tranquille, il va terminer 2e de cette compétition en regardant de loin ses potes du Fénois en découdre, car Michel Bourez et Mihimana Brai vont se disputer la dernière place olympique pour aller à Te Ahupu'o. J'avais pas le choix en fait, hein. Avec toutes les blessures que j'ai eues, le fait d'essayer de revenir à 100%, ça a pris du temps. Et j'ai raté énormément de compétitions pour la qualification, mais c'est juste l'envie qui fait la différence. Hein. Lila, c'est un peu le mentor, ça a été le leader depuis des années, donc voilà, ça nous donne un peu l'exemple. Et voilà, on essaye de se pousser plus ensemble, de se motiver ensemble, mais ça peut que être du positif. Là, ça va être la plus grande compétition dans le monde du surf, quoi, et ça sera chez nous. Et c'est un rêve de tout gamin de pouvoir essayer de gagner cette compétition aussi en même temps. Il y a encore de la chance pour les Tahitiens de se qualifier, donc tout est possible. Donc ils vont tout donner et ce serait cool qu'il y ait un 3e Tahitien dans les JO. Le futur spot des Jeux est magique, les surfeurs du monde entier le savent bien. J'ai commencé à surfer la vague à l'âge de 9 ans
Et voilà, je suis tombé amoureux dès la première fois et maintenant j'ai 27 ans. Voilà, c'est magnifique, quoi. Je surfe tout le temps là-bas et elle ne changera jamais. Mais il n'y avait qu'un Tahitien pour parler comme ça de sa vague, amoureux de Teahupo. Et voici l'une des informations principales de cette édition. Alors que la rentrée a déjà débuté, les autorités décident d'ajuster la carte scolaire. À partir de la semaine prochaine, 5 classes d'école primaire vont fermer, 6 autres ouvriront leurs portes ailleurs. Les parents n'ont pas été informés. Les organisations syndicales, elles, regrettent le manque d'anticipation. Les autorités expliquent que ces ajustements sont réalisés en fonction de la démographie de chaque ville. À la une de votre quotidien demain, cette suggestion de l'APC de scinder Onati. Comme chaque mercredi, la première vous propose des documentaires. Plan Killers est une plongée inédite et exclusive dans l'unité des crimes environnementaux d'Interpol. Blanchiment d'argent, corruption, fraude financière, violence et meurtre. La criminalité environnementale pèse 300 milliards d'euros par an. Et puis, à la vie, à la terre, une émission consacrée à l'environnement nous fait découvrir une destination où le dérèglement climatique et environnemental façonne les paysages et menace dangereusement les populations locales. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.